Bonjour, c'est Justine Hénin. Vous êtes sur We Are Tennis et on parle de Roland-Garros. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir, je suis Merci. ravie. Merci. Désolé pour ce contretemps technique. Il faudra voir avec Mark Zuckerberg, euh, un Ne ami. contacte pas. Un Ne ami, un contacte pas. ami. Voilà. Il a un bon coup droit, hein. Il a un très bon coup droit, donc méfiance sur le coup droit. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Justine, d'être avec nous. On est donc, tu sais bien qu'on est, enfin, on devait être à Roland-Garros là, et Oui, moi, et toi, j'imagine que tu avais des engagements en tant que consultante. tout à fait. Oui, oui. On devrait être là-bas, effectivement. Oui. Voilà. Mais alors, on va y être par l'esprit, c'est l'idée. Essayer de faire vivre ce tournoi tant bien que mal pendant les 15 jours. Et comment mieux le faire que de le faire avec les légendes du tournoi, dont tu fais partie de manière importante. Avant toi, on a parlé avec Martina mardi, on a parlé avec Stéphane Edberg, on a parlé avec Boris Becker. Et aujourd'hui, on parle avec toi. Il y a un beau club. Il y a un beau club. C'est super. Bon, tout d'abord, je voudrais te demander où est-ce que tu es sur la planète? Ah ben, je suis chez moi, à 20 kilomètres de Bruxelles. Voilà, à la maison, tout simplement, après un dimanche avec mes enfants, mon mari. Et voilà, un petit dimanche tranquille bah, ouais, dans cette période particulière. C'est vrai que on devrait être à Paris et vivre cette grande fête du tennis. On espère que ce sera pour bientôt. Et c'est une période évidemment voilà, complexe pour beaucoup, beaucoup de monde, en général, pour les joueurs de tennis aussi en particulier. Alors, bon, je touche du bois, mais c'est vrai que voilà, tout le monde est en bonne santé chez moi. Et puis, on vit cette période de manière tranquille. On a conscience aussi qu'on est dans de bonnes conditions pour vivre tout ça. On ne peut pas se plaindre. Mais voilà, c'est vrai que le tennis manque. Et d'un autre côté, c'était une année aussi, je devais beaucoup voyager, justement, et je suis très heureuse de pouvoir le faire pour mon métier de consultante aussi et être proche de ce monde que j'aime tant. Et en même temps, bah, c'est vrai que je profite énormément de mes enfants, voilà, qui grandissent vite et donc être un peu cool à la maison. J'avoue que c'est une période que j'ai aussi pas mal savourée, quoi. Non, c'est bien. On s'était croisés, je ne sais pas si tu te souviens, on s'est croisés à Perth. Tout à fait. Oui, oui. Finale de la Fed Exactement, Cup, c'était exactement. un moment particulier. Euh, Oui, euh, Très sympa, week-end très sympa, surtout si on supportait la France. exact. Moi, Donc, j'étais neutre, évidemment, hein, donc ouais, 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 c'était sympa. Bon, et alors, si on était en temps normal et si on n'était pas à Roland-Garros, c'est quoi ton actu? Comment tu remplis tes journées hors période de consultante? ah ben, je suis très impliquée dans mon académie. C'est vraiment mon activité, je dirais, principale, quoi. J'essaye de vraiment trouver un équilibre entre effectivement les voyages à l'étranger et puis le fait d'être impliquée dans mon projet de transmission, parce que c'est ce que j'aime à travers le projet d'académie, c'est voir des jeunes qui ont un projet pas spécialement toujours de haut niveau, mais en tout cas un projet à travers le sport. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est à travers le sport, il y a moyen de travailler beaucoup sur les valeurs aussi qui me sont chères. Voilà, la passion, l'engagement, la persévérance, le dépassement de soi, c'est des choses qui sont importantes pour moi et donc des choses que j'essaye de partager avec les académiciens. Donc, je suis là-bas, c'est à 10 minutes de chez moi, donc je suis là tous les jours, vraiment impliquée au quotidien. Et puis, j'ai une association aussi depuis 10 ans pour les enfants malades et porteurs de handicap en Belgique. Et on est dans une période où, après 10 ans, on se pose justement pour redéterminer la vision de ces prochaines années. Donc ça, c'est une partie aussi de mon activité aujourd'hui. Et puis après, je laisse la place voilà, aux surprises aussi de la vie. Déjà, voilà, maman, une grande partie de mon temps et j'ai envie d'être là et d'équilibrer tout ça. Voilà, les voyages, c'est sûr que moi, cette année, j'ai aimé calmer, mais sinon, j'ai besoin encore voilà, d'être connectée à cette vie-là. Si j'ai jamais été habituée à vivre voilà, 100% de mon temps au même endroit, je suis très heureuse d'être en Belgique, mais aussi voilà, d'avoir la chance. J'étais en Australie pour l'Open d'Australie. Voilà, l'US Open, peut-être dans quelques semaines, on verra. Mais en tout cas, voilà, cette vie-là est vraiment équilibrante pour moi. J'arrive à trouver entre ma vie privée et ma vie professionnelle ouais, un équilibre qui est tout à fait différent de ce que j'ai vécu en tant que joueuse parce que c'est une vie magnifique et je ne regretterai pas une demi-seconde, mais c'est une vie très déséquilibrante voilà, dans laquelle moi j'ai trouvé beaucoup de bonheur dans une première tranche de vie et puis aujourd'hui, voilà, c'est trouver du sens en fait, tout simplement à ce qu'on fait. Et c'est vrai que cette période est bouleversante, je pense aussi pour beaucoup de monde parce que
c'est un temps de pause, pas pour tout le monde, mais quand on a l'occasion de pouvoir prendre cette pause, voilà, ça fait réfléchir aussi. Et on vit dans un rythme de vie quand même assez effréné. Et donc pendant cette période, j'ai moi-même pris le temps aussi de souffler, de réfléchir à tout ça. Et rester proche du monde du tennis à terme de projet est quelque chose d'important pour moi. Bon, bah, super, super. Bon, on va parler Roland-Garros, hein. On va parler Roland-Garros. On va rester très focus Roland-Garros. On va peut-être dévier. Ça me va, hein. Personnellement, ça me convient, hein. Donc, Ouais, ouais, j'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression. On va peut-être dévier à droite à gauche, mais on va rester sur Roland. On va commencer avec ton titre junior. Donc, c'était annonciateur de belles choses. Après, tous ceux qui ont gagné Roland-Garros junior n'ont pas nécessairement gagné 4 fois Roland-Garros chez les grands, entre guillemets. Mais ce titre junior, déjà, pour toi, il avait une grande valeur, j'imagine. ouais, c'est vraiment le début de mon histoire avec Roland-Garros et ça fait partie des plus beaux souvenirs. En 97, en 96, j'avais tenté de jouer les prix Calibres, je pense, ceux qui se jouaient à Montrouge, si je ne me trompe, Ouais. et ça s'était très mal passé un an plus tôt. Et donc, j'avais perdu au premier tour, j'avais des petits ennuis de santé. Donc, et un an plus tard, voilà, c'était mon premier tableau en junior Grand Chelem. Et c'est vrai que voilà, j'avais effectivement au niveau international commencé à faire des choses, mais j'étais loin d'être parmi les favorites. Et puis j'ai gravi les échelons petit à petit. J'avais perdu la semaine précédente à la streetball à Charleroi, qui est un tournoi de préparation ici en Belgique assez important, reconnu, contre Cara Black, voilà, qui était une des joueuses phares à ce moment-là en junior. Et puis petit à petit, en arrivant à Paris, ouais, il y a une sorte de magie qui a commencé à opérer. Et puis j'ai joué cette fameuse demi-finale sur le cours numéro 1 contre Nathalie Dechy, qui est ma grande amie avec qui voilà, j'ai vécu beaucoup de choses les années qui suivront. J'ai sauvé 4 balles de match. J'étais toute jeune, hein, je venais de fêter mes 15 ans cette année-là. Et donc je me qualifiais pour la finale de Roland Junior, en sachant que Philippe de Wulf, joueur belge, jouait la demi-finale, lui, contre Querten, si je ne me trompe. Enfin, et Ouais. voilà, Olivier Rocoux aussi, chez les juniors belges, était aussi en demi-finale de ce Roland-Garros junior. Donc, il y avait un esprit comme ça incroyable. Et puis, en finale, je bats Cara Black au bout d'un Revanche, grand quoi. suspense. Pardon? Revanche. Revanche, exactement, ouais, 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 revanche, et c'était inattendu et j'ai vécu là des émotions sur le cours numéro 1, le regretté cours numéro 1 aujourd'hui, mais il faut avancer évidemment, mais c'est un endroit où beaucoup de joueurs ont partagé des grandes choses, il y avait des vibrations très fortes et c'était le début d'une grande histoire avec Roland, quoi. Et ce titre en junior a sonné le début de quelque chose de nouveau. La semaine suivante, je passais mes examens à l'école et je retombais bien aussi les pieds sur terre. Et puis après, voilà, j'ai encore joué un peu en junior et puis ma carrière a vraiment décollé. C'était la dernière fois que j'allais jouer Roland junior, mais ça a été le début de quelque chose de très fort. Ouais. C'était un cours, c'est un cours que avais, pour lequel tu avais de l'affection, le cours numéro un. Est-ce que tu en parles presque avec un peu de nostalgie là Oui. Bah oui, 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 il y a énormément de nostalgie. Alors, je suis attachée à l'histoire, j'aime les traditions, mais je suis pas conservatrice non plus et il faut aller de l'avant. Donc, je pense que les aménagements à Roland sont vraiment exceptionnels et qui vont amener davantage de confort aussi aux spectateurs et c'est ce qu'il faut. Donc, mais oui, comme beaucoup de joueurs, je crois qu'il y a un pincement au cœur, effectivement, parce que c'est quand même un cours où le bruit est particulier, je disais, les vibrations, la connexion avec le public est très proche. Voilà, le fait qu'il soit rond fait qu'il y avait une énergie très très particulière. Et puis j'ai eu beaucoup de bons souvenirs, hein. J'y aurais perdu pas mal de matchs. Je crois que j'en parlerai pas avec la même affection aujourd'hui, sans doute. C'est les souvenirs qu'on se crée. Et même dans le tableau senior, voilà, j'y vivrai de grandes émotions aussi. Donc oui, court, je pense pour beaucoup, hein. Je suis vraiment pas la seule et pas seulement des joueurs français. Je crois que c'est vraiment un cours qui a marqué, surtout parce il était unique au niveau sonore, quoi. Ça, c'était très particulier. Ouais. Écoute, si ça t'intéresse, je connais du monde Mhm. et je peux te faire livrer chez toi un fauteuil de ce cours numéro un parce que Ah, BNP Paribas, à l'occasion, enfin, à un moment où ils ont euh, rasé ce cours, pardon. Donc ils ont pris des sièges et ils ont fait des chaises avec
en utilisant les fauteuils des tribunes. Ils ont fait des sabliers avec la terre battue et ils ont fait Magnifique. des sacs avec les bâches de fond de cours. Ah, je serais très heureuse d'en garder un souvenir. Je suis pas du tout matérialiste. Même mes trophées, je dis pas que je les respecte pas, hein, ils ont une place chère pour moi, mais je suis pas matérialiste, mais garder un petit souvenir, si on a l'occasion de me faire ce petit plaisir, je serais vraiment preneuse. On va essayer d'organiser ça. On va essayer Mhm. d'organiser ça. Voilà, ça rachète un peu le. Je me rachète un peu par rapport au petit hic de départ. Bon, donc, hop, petit junior, ça c'est fait. Et puis, en fait, je veux sauter tout de suite aux 4 titres Mhm. enfin, on a beaucoup à dire sur ça. Et vous êtes quand même pas nombreuses à avoir gagné 4 Roland-Garros. D'ailleurs, tu fais partie d'une liste, d'un mini-club. Tu es quatrième derrière 3 joueuses d'exception. C'est impressionnant. Moi, d'abord, qu'est-ce que ça fait d'être dans cette liste avec donc, Chris, qui en a 7, Chris Evert, Steffi Graf 6 et Margaret Court 5. Voilà. Et toi, 4. Tu es quatrième derrière ces 3 monuments du tennis dont tu fais partie complètement. Hein, mais ça fait quoi de faire partie de cette liste? Ouais, c'est très particulier et vous savez, c'est toujours un peu bizarre parce que c'est comme j'ai toujours cette impression que c'était moi et c'était presque pas moi en fait, tout ça, parce que c'est tellement une autre vie maintenant dans laquelle je suis et donc c'est vraiment étonnant quoi, ce sentiment de me rendre compte voilà que j'ai eu la chance de faire tout ça et d'en profiter et de vivre des choses incroyables sur ce cours et sur le circuit et dans ma vie de joueuse de tennis. Mais c'est presque surréaliste en fait. Quoi. Je crois que c'est petite, je rêvais vraiment de ça. J'avais ça au fond de moi, là, vraiment dans le ventre, de dire c'est ça que je veux faire. Et malgré le fait que peu de gens y croyaient, voilà. Et donc j'ai vraiment couru beaucoup après ça. J'ai pu, je pense, réaliser bien plus quelque part que mes rêves dans le monde du tennis. Et aujourd'hui, des années et des années plus tard, parce que le temps commence vraiment à passer, les années commencent à filer. Et d'ailleurs, un petit garçon dans mon académie, en regardant les trophées, il a 8 ou 9 ans et regardait les trophées de Roland Garros notamment. Et il demande à sa maman, et Justine Hénin, elle vit encore. Donc c'était très drôle parce qu'il y a toute une jeune génération, forcément, où c'est. Voilà, tout, le temps commence à passer. J'ai pas de nostalgie par rapport à ça, mais j'ai une fierté évidemment énorme. J'ai jamais joué pour rentrer dans l'histoire de quoi que ce soit. J'ai lu voilà, Tennis Channel, j'ai été élue dans le top 10 des meilleures joueuses de tous les temps. C'est évidemment merveilleux, mais en même temps, je suis aussi cette femme voilà, qui a plein d'autres choses à faire, qui a les pieds sur terre, qui vit voilà, tout à fait normalement. Et donc, je ne peux pas dire que j'emmène pas ça avec moi. Évidemment, je m'en sers tous les jours. C'est plus au-delà de l'histoire, et je suis vraiment fière et heureuse d'en avoir fait partie. C'est tout ce que j'ai appris quoi, à travers cette aventure-là sur moi-même et ce que j'ai envie d'essayer de transmettre peut-être à des jeunes qui ont envie d'apprendre de ça. Quoi. C'est vraiment ça aujourd'hui qui est important pour moi, que je retiens, mais c'est clair que voilà, être la quatrième peut-être plus grande joueuse de l'histoire de Roland Garros, derrière des noms aussi qui pour moi sont encore des championnes voilà, d'un autre niveau. Mais en Voilà. fait, non. Mais en fait, non. Hein. Excuse-moi, mais en fait, non. Hein. Eh oui, Oui, mais non, mais à voilà. partir du moment où on est si proche au niveau du palmarès, non, il faut. Oui, oui. Mais voilà, j'ai tout à fait conscience de ce que j'ai fait, voilà, de ce que j'ai accompli. J'ai pu à Roland-Garros aussi, par rapport à d'autres tournois où j'ai eu une grande fierté de m'imposer évidemment à l'US Open notamment, où c'était très très compliqué pour moi de jouer dans une ambiance tout à fait différente, de jouer dans une culture tout à fait différente. Et c'était difficile pour moi aux États-Unis. Et donc aller gagner là-bas, c'était une énorme victoire sur moi-même. Roland, je ne vais pas m'enlever du mérite évidemment par rapport à ça, mais j'ai grandi sur Terre, j'ai appris à jouer sur Terre, j'ai pu tirer vraiment voilà, avantage de mes qualités sur Terre par rapport à d'autres joueuses. Il faut admettre que, et c'est pas pour voilà, sous-estimer ce que j'ai fait, mais j'ai su vraiment, je pense, arriver avec le jeu qu'il fallait développer par rapport à beaucoup de joueuses qui avaient plus de mal à utiliser la surface. Et pendant quelques années, voilà, c'est vrai que j'ai pu me montrer dominatrice puisque je suis restée pas mal de temps, même sans perdre un set à Roland. Et donc, voilà, c'est quelque chose de difficile en fait à expliquer parce que Roland, j'y retourne aujourd'hui comme consultante avec cette pudeur et cette distance. Je me dis, bah voilà, je suis plus une joueuse, donc je suis à ma place aujourd'hui.
mais c'est chez moi quand même, quoi. Je mets les pieds là-bas. D'abord, je suis tellement heureuse de retrouver les gens de l'organisation, évidemment. Et puis, même si le stade, les infrastructures ont évolué, il y a quelque chose qui. Et c'était la même chose quand j'y allais, voilà, chaque année, quand j'arrivais là-bas. J'ai aussi vécu des grandes désillusions, ça c'est clair, mais quand j'arrivais là-bas, il se passait quelque chose. Voilà, la proximité de la Belgique et de la France, je ne vais pas dire que je suis voilà, presque française ou un peu française, mais il y a de la complicité, Bien sûr, il y bien a, sûr. il y a une histoire qui s'est créée. Et puis c'était, moi, j'ai joué au tennis parce que j'ai vu Roland à la télé et parce que j'ai vu Steffi Graf sur le central de Roland. Et j'oublierai jamais le Roland à la télé, le bruit des glissades sur la terre battue, le bruit de la balle, du stade. Et c'est ça qui m'a donné envie de jouer au tennis. Et donc, voilà, ça a été une histoire, ouais, une histoire d'amour vraiment incroyable qui a duré. Et je suis évidemment, ouais, je suis extrêmement fière d'avoir pu écrire l'histoire de Palmarès là. Oui, ça c'est sûr. Alors le premier, il arrive comment? Le premier, il arrive pour toi comme l'aboutissement d'une mission que tu t'es donné. Parce que bon, il y a eu cette phrase que tu as prononcée à la remise des trophées qui a ému tout le public. Tu as mis toute la France en larmes d'émotion avec une petite phrase. Si ça ne te dérange pas, j'ai envie je peux Oui, la pas de lire. souci. Tu dis, je dédie cette victoire à ma maman qui veille sur moi depuis le paradis. J'espère que tu es fière de moi, maman. Mhm. Et avec cette phrase, en fait, même moi, là, j'ai des frissons quand j'ai prononcé la Mhm. phrase. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent bien que c'était plus qu'un tournoi de tennis, là. On était sur une Ouais, mission costaude, quoi. c'est sûr. Ben, voilà, ça y est, derrière les joueurs, derrière les joueuses, il y a des hommes, il y a des femmes, et avec toute leur histoire. Et la mienne, je sais pas que j'ai voulu la partager, c'est que c'était toute mon histoire aussi qui se dessinait, qui s'écrivait un peu plus ce jour-là. Et voilà, j'en ai déjà souvent parlé, mais le tennis, j'ai choisi. C'est vraiment, j'ai choisi à l'âge de 5 ans, quoi, que ce serait ça. Mes parents, probablement, avaient envie que je réussisse, mais ils croyaient quand même à moitié, quoi, parce que hein, une petite fille de 5 ans, de Rochefort, voilà, j'étais dans une famille, c'était une famille modeste, tout à fait normale, et j'avais des ambitions comme ça, très, très. Donc, c'était surprenant quand même au sein de ma famille. Mais mes parents m'ont donné les moyens, ils m'ont conduit partout. Mes entraînements, voilà, mes frères et sœurs aussi ont fait des sacrifices. Et tout ça parce que j'étais vraiment le moteur du projet. Et puis, ma maman était voilà, une vraie intellectuelle. Elle était prof et donc les études, c'était très important. Et voilà, elle voulait que je me donne à fond parce qu'il fallait, voilà, si je choisissais cette voie-là. Et quand on est allé à Roland, j'avais 10 ans pour la finale Graf Céleste. Effectivement, je lui ai dit un jour, je serai sur ce cours et je gagnerai. Et j'ai bien vu dans ses yeux qu'il y avait ouais, un espoir pour moi, pour que j'ai pas fait tout ça pour rien, peut-être pour eux aussi, mais il y avait surtout voilà, cette peur quand même que je sois déçue quoi, de mon parcours. Bien sûr. Et ouais, cette conversation m'a jamais vraiment quittée. Alors, ça, ouais, potentiellement, ça s'est transformé en mission, ça c'est clair. Et en tout cas, voilà, le jour où. À Roland, j'avais déjà eu ma chance 2 ans auparavant, hein, parce que je perds en demi-finale contre Kim Clijsters en ayant mené 6-1, 4-2, balle de 5-2. Donc, j'avais déjà eu des opportunités. Et puis là, 2003, ouais, il y avait eu un déclic dans ma tête quelques mois auparavant sur le plan vraiment mental, quoi. J'étais déjà une très bonne joueuse de tennis, mais entre une bonne joueuse et puis aller chercher, gagner des grands chelems et oser être dans une certaine prise de risque, en tout cas une prise de responsabilité. Voilà, j'avais eu vraiment un déclic au tournoi de Dubaï, en fait, quelques mois avant Roland. Et donc, j'étais arrivée, oui, ambitieuse et tout à fait consciente que, au même titre que d'autres, j'étais potentiellement une des favorites de ce tournoi. Il y a la victoire contre Serena, évidemment, qui est un grand changement aussi dans ma carrière. Et puis, quand je me suis levée, le jour de la finale contre Kim, c'est vrai que là, j'étais un peu rattrapée par cette mission. Je me suis dit, ce jour, ça doit être ma journée. Je ne peux pas passer à côté parce que un peu l'histoire, en gros, est écrite comme ça, quoi. Et donc, voilà, c'était une forme de connexion peut-être avec ma maman, ou vraiment l'idée de me dire, ah, si elle était là, qu'est-ce que je serais fière de lui montrer que j'ai pas abandonné mes rêves, quoi. Ça, pour Voilà. moi, c'est important. C'est important parce que c'est important que les jeunes rêvent, quoi, et nourrissent ces rêves, parfois même les plus fous, hein, peuvent. Et je crois qu'il ne faut pas lâcher par rapport à ça.
Et mes parents m'ont jamais demandé de lâcher ça. Et moi, j'ai continué ma route aussi après. Donc forcément, c'était plus qu'un tournoi. C'était un rêve de petite fille. Ça, c'est sûr, qui devenait. Quand j'avais 5 ans, j'imitais une victoire dans ma chambre, hein. Je me jetais sur le sol, je levais les bras au ciel, je levais le trophée. Donc je répondais aux questions des journalistes. Je le vivais à fond, quoi. Donc je faisais déjà un peu de visualisation sans le savoir à l'époque. Et donc, il y avait le rêve de petite fille, et puis il y avait une promesse aussi faite à ma maman. Et voilà, ça m'a pris du temps pour aussi être apaisée par rapport à tout ça. Et ce jour-là, ça m'a certainement aidé. Ouais. On a un de tes fans, Nico Mahut, qui est en train de nous écouter. On salue bien, c'est Nico. Je Et l'embrasse un peu, ouais. qui parle il parle justement de ce que tu parles, de la transmission, de donner conseils aux enfants. Tu sais que BNP Paribas ont un programme, la team Jeune Talent, où ils ont pris en gros, hein, ils ont pris un joueur, le meilleur joueur de chaque catégorie d'âge, Mhm. auquel ils viennent assister tout ce qui est extra-tennis, donc un peu de coaching mental, des cours d'anglais, du media training, voilà. Mais les parents qui assistent et qui écoutent à tout et qui sont là, je sais qu'ils sont là, euh, voilà, pour eux, c'est des sacrifices énormes, comme tu en parlais. Pas seulement d'emmener les enfants à l'entraînement, hein, ça devient un sacrifice financier gigantesque. Bien sûr, énorme, ouais. Euh, mais il faut croire en les rêves des enfants, en fait. C'est ça la morale de l'histoire, j'ai l'impression, non? Ah, alors, toutes les histoires sont différentes, évidemment. C'est ça qui est merveilleux. Je crois que ça reste des choix. C'est rare quand même quand un enfant décide très très tôt. Pour certains, ça arrive plus tard, mais je pense quand même que beaucoup des très bons joueurs, des grands joueurs, des champions d'aujourd'hui sont des joueurs, des joueuses qui ont rêvé de ça très tôt. Il y en a pour qui ça arrive plus tard, mais c'est quand même plutôt rare. Et ben, en tant que parent, je crois que c'est pas facile de suivre, ça c'est clair. Je pense qu'il y a toujours ce danger de la projection. Il existe dans le sport et dans beaucoup d'autres domaines, hein. Vous savez, des jeunes qui font certaines études pour faire plaisir à maman ou à papa, il y en a aussi, ça existe dans tous les domaines. Et cette projection, voilà, j'ai encore l'espoir de penser que je ne vais pas trop projeter sur mes enfants, mais certainement que je le fais déjà. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, voilà, de pouvoir m'accomplir dans ma voie, et c'est vraiment ce que je leur souhaite, quoi, quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est de trouver une voie qui les anime, qui les passionne, parce que je pense quand même que la passion, c'est ce qui doit guider. Et donc, le projet, ça doit être le moteur de l'enfant et du jeune, de toute façon. S'il devient le moteur des parents, ben là, ça devient des situations qui peuvent entraîner des complications, ça c'est clair. Et ça arrive et ça existe, c'est pas évidemment le cas de tout le monde, heureusement. Et dans les cas où le jeune est le moteur, bah, voilà, pour les parents, suivre, c'est pas facile, il n'y a pas de guide pour ça. Je crois que voilà, un des grands défis, c'est que chacun arrive à trouver sa place, garder sa place, et que toutes les personnes autour du jeune dans le projet arrivent à développer une vision commune, quoi, et parler le même langage et respecter la place des uns et des autres. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental, mais le travail sur la vision, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. J'ai eu la chance de discuter avec l'équipe de Raphaël Nadal il y a quelques jours pour un média, et ce qui m'a marqué, c'était vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'équipe, il y a beaucoup d'interlocuteurs et il faut beaucoup de communication, mais en fait, ce qu'on sentait vraiment, c'était la vision commune partagée, quoi. Et ça, c'est très, très important. C'est pas facile pour des parents d'apprendre à faire confiance, voilà, à des coachs, à des structures, à des entourages. Et à l'inverse, il faut que tout ce petit monde arrive à cohabiter ensemble, quoi. Moi, je pense de toute façon que la clé pour un jeune, c'est effectivement celui qui veut aller au bout, c'est de croire en son rêve, et c'est de s'en donner les moyens, ça c'est sûr. Pour y arriver, c'est l'état d'esprit, quoi, et la mentalité. Je crois que à talent égal, d'abord, qu'est-ce que c'est que le talent? Pour moi, le fait d'arriver finalement à la résilience, quoi. À chaque fois, effectivement, tomber, se relever et essayer à nouveau, c'est une forme de talent, quoi. Alors, quand on parle de talent, on parle plutôt voilà, des qualités tennistiques, avoir une bonne main. C'est tout ça, évidemment. Ça, si on a ça au départ, on a un peu plus de chance, mais avoir cet état d'esprit aussi d'arriver à se projeter sur le moyen et le long terme, quoi. Dans les Mhm. projets de transmission et d'académie auprès des jeunes et des parents, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de mettre en avant, parce que la pression du résultat est forte, trop forte, très tôt. Et donc, il n'y a pas cette place au développement, quoi. Et moi, j'ai eu cette grande chance dans mon parcours d'avoir Carlos à mes côtés, Carlos Rodriguez, qui n'a pas hésité à mes 14-15 ans à me dire stop, si tu veux atteindre ton rêve, tes objectifs plus tard,
là, il y a beaucoup de travail sur le plan technique, beaucoup de travail à différents niveaux. Il faut faire des pauses au niveau compétition, il faut prendre le temps de travailler pour se développer et se construire, quoi. Et ça, accepter ce rythme, voilà, c'est quelque chose dans l'entourage d'un jeune que tout le monde doit accepter, arriver à fonctionner ensemble. C'est des grands défis, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant et passionnant. Mais d'ailleurs, parce que j'ai un peu révisé mon Justine Hénin, et j'ai remarqué que arrivé à un moment dans ta carrière, tu as changé un peu ton calendrier, tu l'as allégé. Alors, je ne sais pas si c'était parce qu'il y avait de la lassitude un peu, c'est que c'était trop de pression, trop de voyages, trop de trucs, ou si c'était physique ou quoi, mais à un moment dans ta carrière, il y a un calendrier qui s'est allégé un peu, non? Enfin, Oui, 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 mais bien sûr, mais on est tous amenés à devoir revoir nos priorités à un certain moment. Ça a toujours été plus lié à des questions physiques, sauf quand j'ai vraiment décidé d'arrêter le tennis. Je pensais que c'était définitivement, et là j'avais vraiment besoin d'un break. ouais. Je pensais que c'était pour toujours, mais j'avais vraiment besoin d'un break mental parce que j'avais beaucoup de choses aussi à régler sur le plan personnel. Et donc voilà, mais avant ça, c'était plus dans la dimension physique avec le gabarit, voilà, qui est le mien. C'est clair que fin 2002, avant mes premières grandes victoires, voilà, j'ai décidé de partir travailler avec Pat Etcheverry sur le plan physique en Floride. Et là, on est vraiment passé à une nouvelle dimension. Mais je savais aussi qu'en m'imposant ce nouveau rythme d'entraînement physique, pour pouvoir être en compète avec les meilleurs, parce que c'est vrai que voilà, Serena, elle impose, par exemple, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais un rythme, elle a amené le tennis féminin dans une nouvelle dimension physique. Et voilà, il fallait que je sois à la hauteur, quoi, physiquement. Mais je savais aussi que ma carrière j'allais pas rester 15 ans. Ça, c'est clair. J'ai fait un choix de miser, d'aller chercher mes objectifs sur quelques années. Et je savais que les petits pépins physiques allaient arriver plus tôt que prévu en travaillant de la sorte. Donc, c'était un choix. J'étais consciente. J'aurais aimé pouvoir tirer ça un petit peu plus en longueur, évidemment, mais m'épargner sur le plan physique. Mais on a quand même toujours essayé de faire des choix. L'aspect sportif, pour moi, a toujours été l'aspect numéro un, quoi. J'ai refusé pas mal d'exhibitions dans ma carrière à certains moments de l'année parce que, voilà, pour moi, mon moteur, c'était l'aspect sportif, c'était les grands chelems, c'était les grands tournois. Et que Carlos avait toujours une optique, c'était de dire, voilà, on va essayer de jouer un certain nombre de matchs sur l'année, mais ce sera un certain nombre de matchs sur un certain nombre de tournois, quoi. Et si je perds, on va pas rajouter et rajouter des tournois. Donc, c'était une forme de pression aussi que je devais arriver à gérer, mais c'est quelque chose qui m'a toujours bien convenu, quoi. Et puis, c'est vrai que à la base, j'ai eu à gérer aussi mon anxiété. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais il y a 15 ans de ça, c'est vrai que j'étais très anxieuse et donc il y avait voilà, beaucoup d'énergie que je laissais sur le plan émotionnel. Et donc, il fallait toujours pouvoir récupérer aussi de ces moments-là. Et on a toujours réussi à trouver l'équilibre. Voilà, on estimait être le meilleur à l'époque, en tout cas. Mhm, mhm, mhm. Bon, je fais une petite parenthèse, enfin une double parenthèse. Je voudrais, donc d'abord, tu parlais de physique et de technique. Bon, alors, John McEnroe a dit, c'est le revers de Justine Hénin, c'est le meilleur revers du monde, hommes-femmes confondus. Donc, déjà, c'est pas mal venant de lui, c'est Je propre. prends, j'accepte. Ouais. Il sort d'où ce revers, Justine? Il sort d'où? Parce qu'il sort quoi? De la salle des fêtes, de la salle de la salle de jeu de la Poste, où tu joues où tu joues au ping-pong, non? C'est quoi? C'est Ouais, exactement, ouais. Bah, d'abord, moi, j'ai eu la chance parce que ça fait partie de mon histoire, j'ai eu la chance de grandir avec deux grands frères qui ont 7 ans et 9 ans de plus que moi, qui étaient sportifs, tennis et foot, tous les deux. Et bah, voilà, j'étais leur petite princesse quand je suis née et j'étais forcément quand même beaucoup plus jeune qu'elle. Et donc, ils ont eu un rôle comme ça très protecteur et une patience incroyable avec moi. Ils étaient sportifs et donc ils m'emmenaient partout avec eux. Ils étaient mes dieux et donc j'avais envie de faire comme eux, quoi. Et je suis venue au sport grâce à mon papa, mais grâce à eux très certainement. Et à la maison, même si on vivait en appartement, voilà, on avait une grande salle de jeu avec pas mal de jeux, dont une table de ping-pong effectivement. Et à l'âge de 4 ans, j'ai pris la raquette, je n'étais pas plus haute que la table, et puis j'ai commencé à. J'avais le sens de la balle, quoi. C'est vrai que c'était inné. Et puis, j'ai joué, quoi. Mes vacances, on avait le club de tennis, voilà, à 200 mètres de la maison. C'était une époque encore où on disait bye bye à ses parents pour la journée. Et les parents nous revoyaient en fin de journée. Et moi, j'allais jouer avec tous ceux beaucoup plus grands que moi, évidemment. J'essayais de me faire ma place. Et voilà, pour moi, ça a commencé comme ça. Alors, parce que je pense que le fait voilà, un enfant beaucoup jouer et pas spécialement toujours en étant encadré, mais garder cette l'esprit du notion jeu, quoi. ouais, du jeu, finalement, je me rends compte que
moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai eu des cours assez vite, et je n'ai jamais perdu ces moments où j'allais juste taper la balle contre un mur ou avec les copains de la petite ville de Rochefort, quoi. Et donc, ça, c'était magique. Et puis, au niveau du revers, bah, j'ai tout de suite commencé un revers à une main. Bah, parce que Steffi Graf, parce que Stéphane Edberg aussi, j'étais, voilà, pas spécialement pour leur lifté, hein, mais voilà, ça s'est mis comme ça. Je me rappelle ma première petite raquette, et puis j'ai commencé à travailler comme ça. Et puis, jusqu'en fait, il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, je m'étais jamais posé vraiment de questions sur mon revers. Je me suis dit que c'était naturel, quoi. J'avais jamais trop travaillé là-dessus. Et puis, en fait, pas du tout, quoi. À l'âge de 9 ans, j'ai eu un coach fédéral à l'époque, Luc, qui j'avais un gros souci. En fait, je n'arrivais pas à faire passer la tête de raquette, et je lui envoyais toujours le coude en premier parce que j'étais un peu faible aussi musculairement. Et donc, il m'envoyait des centaines, des milliers de balles sur mon père, et mon mouvement passait pas bien. Et il me faisait non de la tête comme ça. Il disait rien parce que je savais très bien ce que je devais faire. Et en fait, à force de répétition, de répétition, de répétition, à un moment, j'ai senti le mouvement. Puis ça m'a jamais plus quitté, quoi. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est un coup sur lequel j'ai pu beaucoup me baser, qui est resté mon coup le plus naturel, mais pas celui forcément avec lequel j'ai gagné beaucoup plus de points. Je pense qu'avec mon coup droit, même si ça a été plus laborieux, j'ai travaillé 3 fois plus que sur mon revers. Mais quand je devais vraiment faire mal, c'était plutôt avec mon coup droit. Mais mon revers, dans les moments, effectivement, de grande tension, des moments quand même où voilà, je pouvais distribuer, voilà, croiser, longue ligne, utiliser mon slice. Voilà, c'était une force, ça c'est clair. Donc voilà, je tape plus beaucoup la balle aujourd'hui, mais quand je retape, ça va, le revers il revient assez vite quand Ouais, même. j'imagine que ça va, j'imagine. Mais il y a pas t'as pas eu des entraîneurs qui ont essayé de te faire passer à deux mains parce que tu étais petite, tu étais une fille, enfin, ça jouait à deux mains en revers. C'était Ouais, le. ouais, bien sûr, ouais. Non, pas d'entraîneur, non. Alors, mon papa avait dans l'idée, justement, parce qu'il voyait pas mal d'autres filles jouer et tout, qu'au moins sur leur tour, je devrais essayer de jouer à deux mains. Et puis, non, voilà, vraiment, euh, avec mes entraîneurs, non, je crois que la question s'est jamais véritablement posée, en fait, parce que j'avais des atouts aussi, quoi. J'ai très vite été capable de faire un slice, de faire une amortie, de défendre dans des mauvaises positions. Et finalement, bah, cette main et cette agilité que j'ai trouvée sur mon côté gauche. Alors, c'est clair aussi que tout ça, j'ai pu le faire parce que j'ai travaillé sur mes qualités de déplacement énormément, qui étaient plutôt innées, ça c'est clair, quoi. J'étais dans mon ADN, voilà, je suis rapide, mais je savais aussi que pour pouvoir justement combattre ces filles puissantes et pouvoir utiliser justement mon revers à une main et mon slice, il fallait que je sois rapide, être bien sur la balle parce que je n'aurais pas la puissance de mon bras gauche, quoi. Et donc voilà, je savais aussi qu'il y avait une dimension physique qui devait se travailler en parallèle. Mais comme j'étais plutôt rapide, j'ai jamais vraiment eu de problème avec des filles qui venaient me chercher vraiment sur mon côté revers. Et donc voilà, j'ai Mais donné plutôt du fil à au bout d'un moment, elles ont arrêté de venir te chercher sur le revers parce que elles ont compris que oui. qu'elles prenaient des punitions en retour, quoi. Ouais, ben après, c'est vrai que ce qui était plus dérangeant pour moi, c'était quand on arrivait à jouer vraiment avec beaucoup de lourdeur sur mon revers, quoi, au-dessus de l'épaule. C'était plus difficile, mais dans le tennis féminin, il y en a peu quand même qui, voilà, ça joue plutôt à plat. Des filles qui arrivent à mettre du volume. Donc je pense que s'il y avait eu plus de filles qui avaient été capables de vraiment jouer des balles très lourdes, voilà, des vraies joueuses de terre battue, une Kuznetsova, quand elle venait me chercher avec des balles très lourdes sur mon revers, il fallait que je sois extrêmement patiente pour arriver à reculer, à relancer. Et c'est clair que de loin, c'est plus difficile de relancer côté revers comme ça que ça ne l'était côté coup droit. Mais heureusement pour moi, voilà, il y en a pas tant que ça. Alors après, j'avais j'ai eu énormément de défaillances, j'ai perdu beaucoup de matchs dans ma carrière parce que effectivement, hein, quand on m'imposait aussi un rythme face à des grandes joueuses, ben, on ne peut pas tenir non plus contre tout le monde. Mais compte tenu, voilà, de ma taille à la base et de mes qualités physiques à la base, c'est clair que j'ai pu développer plus de choses que je ne l'aurais imaginé. C'est elle qui te gênait le plus, alors c'est Kuznets qui te gênait le plus sur Terre? Bah, sur Terre, c'était pas facile contre elle. Sur Terre, je me rappelle d'un match contre Patty Schnider qui a été extrêmement difficile à Roland aussi, contre Medina Garrigues qui, je crois que c'était en 16e sur le cours numéro 1, justement, à Roland aussi, où Medina, elle jouait justement voilà, un vrai jeu de terre battue. Donc ça c'était difficile. Après, j'ai eu du mal indépendamment de la terre.
bah, c'est clair que voilà, face à des joueuses qui imposent une grosse cadence, il fallait vraiment que je sois au top de mes capacités physiques, quoi. Donc des filles comme Serena, Vénus évidemment, Maria Sharapova, Kim, Capriati à l'époque qui m'a donné du fil à retordre, et puis beaucoup d'autres évidemment, mais je dirais que celles-là, quand elles imposaient une cadence dans une forme avec une constance et une régularité, ouais, il fallait être bien accroché et en forme physique, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Vaut mieux avoir pris un bon petit déj, quoi. Euh, Exactement. justement, je voulais te parler de Kim, faire encore une petite parenthèse et après on va revenir à Roland, mais c'est incroyable parce que alors, j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus parce que en fait, si Kim n'avait pas existé, ou en tout cas pas dans la même génération que toi, au même moment, est-ce que tu penses que finalement tu aurais peut-être pas été aussi forte, ou est-ce qu'au contraire, eh ben, tu aurais gagné encore plus de titres parce qu'elle n'avait peut-être pas été là pour t'empêcher d'en gagner? Ah, je pense que la réponse, elle est très claire. Si Kim n'avait pas été là en même temps que moi, j'aurais pas été une aussi bonne joueuse. Ça, c'est sûr, quoi. Je crois à l'émulation, à la concurrence positive. Voilà, c'est pour ça que Federer, Nadal, Djokovic sont encore qui ils sont aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont là, ils ont été là à la même époque, ils ont vraiment monté le niveau, quoi. Ils se sont poussés les uns les autres à devenir vraiment meilleurs en permanence, quoi. Et ça a été le cas pour Kim et pour moi. Je pense que c'est valable pour elle aussi. Voilà, et au sein du même pays, la concurrence, elle est là, c'est normal, et il faut s'en servir, c'est sain. Je pense qu'on a besoin aussi de cette concurrence Sûr. pour évoluer, parce que se fixer toujours des objectifs par rapport à soi-même, il faut en être capable, mais c'est quand même aussi la concurrence qui vous pousse à bouger, quoi. Et donc, c'est clair que moi, quand j'ai vu Kim faire ses premiers résultats un peu plus tôt que moi, bah, ça m'a motivée. Quand elle m'a vu gagner des grands chelems, je pense que ça l'a beaucoup motivée aussi. Alors, il y avait forcément beaucoup de tension quand on devait se jouer. On n'a jamais été capable de développer vraiment notre tout meilleur tennis quand on jouait l'une contre l'autre. Parce que voilà, au sein d'un petit pays comme la Belgique, forcément, il y a beaucoup d'attention, beaucoup d'attentes par rapport à ça, et voilà, c'est jamais évident. Mais c'est sûr que voilà, elle est une des raisons pour lesquelles j'ai pu faire autant de si belles choses, quoi. Ça, Mhm. c'est clair. Et il faut arriver à enseigner ça aussi, quoi. La concurrence et la compétition, on peut s'en servir. Elle ne doit pas nous paralyser. Enfin, on a à gérer ça. Mais donc, c'est pas se comparer, c'est un petit peu se nourrir aussi de ce que font les autres. Moi, Mhm. je pense que Mhm. c'est très important, ça. Se comparer, c'est le cas de beaucoup de jeunes joueurs et de beaucoup de jeunes joueuses qui voient déjà quelqu'un à un autre niveau. Et j'ai peut-être pu le penser aussi à certains moments, mais arriver à transformer ça, à s'en servir, voilà, pour pouvoir grandir, ouais, c'est une étape aussi. Et alors, hors cours, avec elle, vous étiez copine, vous étiez peut-être pas à des moments où vous étiez moins copine. Euh, est-ce qu'il y avait, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que en regardant en arrière, en lisant des trucs, on a l'impression que Kim, elle avait une cote de popularité qui était partout où elle allait. Elle avait le gros sourire, elle a machin, elle était machin. Est-ce que tu étais un peu, c'était gênant pour toi qu'elle soit aussi populaire? Et est-ce qu'il y avait une concurrence à ce niveau-là aussi, tu crois? Ou toi, tu Non, le... j'ai jamais, j'ai jamais vraiment cherché à être populaire. J'ai toujours essayé d'être moi-même. Et je dis pas du tout que Kim n'était pas elle-même, hein. C'est juste que nos personnalités sont extrêmement différentes. Donc je ne cherchais pas spécialement à être aimée du public. J'ai toujours eu besoin de ce soutien, évidemment, en tant que joueuse. J'ai jamais non plus cherché à ne pas être aimée du public. J'ai toujours cherché à essayer d'être moi-même. C'est juste que nos personnalités étaient extrêmement différentes. Alors c'est vrai que ce qui était parfois compliqué pour moi qui cherchais aussi un peu plus d'équilibre quelque part dans cette vie de joueuse, c'était de sentir que Kim, elle, peut-être avait mieux trouvé ça d'une manière ou d'une autre. Mais nos histoires sont différentes et nos personnalités sont complètement opposées. En même temps, Kim et moi, et je le dis avec beaucoup de sincérité, d'affection, on a partagé énormément de voyages quand on était jeunes. On a représenté la Belgique ensemble dans les catégories de jeunes. On a joué énormément de matchs aussi l'une contre l'autre à partir de nos 9 ans, dans toutes les catégories et en Belgique et sur le plan international. Et on a des souvenirs incroyables ensemble et des souvenirs de voyage qui sont. Et sa légèreté me faisait du bien. Parce que moi, j'ai perdu une part de mon insouciance, à mon avis, beaucoup trop tôt. Et donc, quand je la voyais faire ça,
ouais, je trouvais ça admirable, quoi, parce que moi-même, j'en étais pas capable. Et donc, on était complémentaires comme ça, en fait, dans tous les voyages qu'on a pu réaliser ensemble. Puis après, on est arrivé sur le circuit, et là, c'est une autre forme de concurrence qui s'est installée avec nos entourages aussi, parfois qui en remettaient une petite couche. Mais Kim et moi, on va pas se téléphoner maintenant, se dire on va manger un bout ensemble, mais dès qu'on se voit, qu'on se croise, voilà, on est heureuse, on sait ce qu'on se doit quelque part, on sait qu'on a eu la chance de vivre ton parcours en même temps. Et quand on se croise, on a plus à cœur de parler de nos enfants que de nos souvenirs passés. Mais on sait que ça a compté l'une pour l'autre, ça c'est sûr. Alors, j'en profite parce que donc on était avec Boris avant-hier et je demande chaque fois, et je vais te le demander aussi après, mais je demande chaque fois à la personne à qui je parle de me donner une question pour le prochain ou la prochaine, en l'occurrence toi. Et alors, la question de Boris est la suivante. Il te demande, quand tu as appris que Kim faisait son comeback, est-ce que quelque part, au plus profond de toi-même, tu n'as pas eu ce petit étincelle de se dire, eh ben moi aussi, ça me dirait bien peut-être. Ben, je vais décevoir Boris et je vais peut-être en décevoir beaucoup, mais non, parce que non, j'ai été très surprise. Ça c'est clair, j'ai été extrêmement surprise parce que voilà, à l'âge qu'Hakim, même si elle reste très jeune, et après autant d'années d'arrêt, et avec 3 enfants, et surprise comme plein de gens l'ont été, je l'ai été évidemment, et puis après on respecte toutes les décisions parce que chacun est libre de faire totalement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et je pense que Kim, voilà, la vie de circuit pour le moment lui a manqué, elle a aussi arrêté assez jeune, en voyant aussi Serena qui est encore là, et puis cette envie encore de faire des choses, quoi, et ça, si elle en a envie, qu'elle le fasse, quoi. Surtout, c'est vraiment bien qu'elle te donne la possibilité, qu'elle fasse passer le message, qu'elle se donne ce droit de le faire. Ça, je trouve ça vraiment super. Je trouve que c'est un beau message. Pour ma part, non, ma vie d'avant ne me manque pas du tout. J'en garde plein de souvenirs merveilleux dans la tête. J'avance avec ça tous les jours. Ça m'a construit. Mais aujourd'hui, je suis vraiment passée à autre chose, quoi. Mhm. Tout en restant impliquée dans le monde du tennis. Mais en tant que joueuse, faire les sacrifices du passé, j'ai adoré les faire. Je conseille à n'importe quel jeune qui a envie d'aller au bout de les faire, ces sacrifices, parce que bah, quand on est dedans, en fait, c'est pas des sacrifices, c'est plus tard qu'on se rend compte qu'on a beaucoup Bien sûr. donné, une vie merveilleuse. Mais pour moi, il y avait un moment, voilà, je n'aurais pas été capable, tu sais, dans ma personnalité aussi, je suis un peu, je fais les choses à 300%, quoi. Et donc, en tant que maman, moi, je n'aurais pas pu gérer ma carrière. Je sais, je me connais, et je trouve ça génial que, voilà, que certaines joueuses maintenant se donnent la possibilité de le faire. C'est vraiment super que ça bouge aussi à ce niveau-là. Donc voilà, curieuse évidemment j'ai suivi les débuts de Kim. Bon, malheureusement, C'est ça s'est un peu arrêté, quoi. interrompu, et donc pas au meilleur moment forcément pour elle, parce qu'il fallait recréer une dynamique. Mais la motivation a l'air bien présente, et donc je vais suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Ouais, ouais, elle fait un bon match. Moi, j'ai regardé son match contre Garbinier, Muguruza, donc. Franchement, elle fait un bon match, hein. Elle fait un bon match. Et Oui, si Garbinier, elle n'est pas dans le troisième set, s'il y a une petite baisse de mental, ça tourne, hein, ça tourne. Bon, bref. Ok, bonne réponse, Boris. I hope you were listening. J'espère que tu écoutais. Tu as eu une belle réponse de Justine. Euh, le triplé, le triplé à Roland-Garros, il a donc c'est exceptionnel comme, comme résultat. Enfin, c'est un truc de dingo, hein. Bon, c'est sûr, c'est pas les 12 de Rafa, mais bon, ça, c'est encore un autre problème. c'est Euh, une autre dimension, ça. hein? Ouais, là, c'est une autre dimension, et ouais, ce sera unique, je pense, ça, quand Ouais, même, dans c'est l'histoire. totalement fou parce que tu en as gagné 3 et lui, il a fait 4 fois plus, quoi. Mais bon, bref, Ouais, c'est 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 lunaire, c'est lunaire. Mais je voudrais savoir, donc, entre non, là, je parle des 3, donc, entre le premier où tu sauves 2 balles de match contre Kuznetsova, justement, on en parlait plus tôt, le troisième et le quatrième où tu gagnes sans perdre un set, mais avec le deuxième et le troisième sans perdre un set, mais avec le troisième, un tableau quand même bien compliqué. Mhm. Est-ce qu'il y en a un des trois ils sont tous différents? Est-ce qu'il y en a un qui a une saveur particulière? Est-ce que Ouais, et surtout au bout d'un moment, est-ce qu'on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que oh là là, j'espère que ça va pas s'arrêter. Enfin, je veux dire, il y a une pression qui arrive au bout d'un moment aussi là-dessus, j'imagine. non, pas vraiment. Bah, on sait toujours que ça peut s'arrêter. Je pense que c'est pour ça qu'on travaille et qu'on se remet en question, quoi. La remise en question, elle est fondamentale pour avancer. Rafa, quand il gagne un volant, il sait très bien que ça peut être le dernier.
pour plein de raisons, et c'est ce qui va lui permettre de retravailler durement pour pouvoir éventuellement gagner le suivant. Donc, on a toujours ça dans un coin de notre tête. On sait qu'il y a rien n'est acquis. On sait que les autres travaillent pour obtenir la même chose. Et donc, c'est ça qui fait avancer. Le jour où on n'a plus envie de se remettre en question, c'est que ça devient compliqué. C'est ce qui m'est un peu arrivé finalement plus tard, quoi. Sur le triplé, ouais, 2005 a été une année compliquée. J'ai vraiment suivi des moments très difficiles, et notamment ces balles de match à sauver contre Svetlana. Et puis là, il y a eu une libération sur la suite de mon parcours à Roland pendant plus de 2 ans. 2007, pour moi, et avec 2003, celui qui me donne le plus de plaisir, de satisfaction. J'ai joué un grand chelem pour la première fois avec mes frères et sœurs dans le stade, donc c'était particulièrement voilà, émouvant pour moi, et j'étais heureuse de leur présence. Et puis, il fallait tenir mon rang. 2007, ça a été ouais, peut-être ma plus grande année tennistique, quoi. Je venais de vivre aussi des moments sur le plan personnel qui étaient compliqués, comme divorce. Donc, tout ça, ouais, je suis arrivée, et puis j'avais un tableau difficile. Je devais aussi jouer Serena en quart, Non, et puis, le, ouais, tab- il y a une le magie. tableau, il est monstrueux. Attends, je fais une aparté sur le tableau parce que. Alors, où est-ce qu'il est ce tableau? Non, ça, c'est quelle année ça? C'est 2005, 2000. Tac, tac. 2007. Ah non, je l'ai pas. Ah là, je l'ai pas. Mais bon, c'est que des Espagnols. Et puis après, j'ai l'impression que c'est que des Espagnols. Puis après, c'est des têtes de série, genre 3, 4, 2, 1. Enfin bref, c'est compliqué. Et sans perdre un set, quoi. Ouais, ouais, non, ouais, ouais, il y a une forme de sérénité. En 2007, je me suis sentie extrêmement sereine, déterminée, heureuse d'être là, de profiter de ce nouveau Roland. J'étais bien dans mes baskets, quoi. Vraiment, ouais, j'ai un équilibre, effectivement, que j'avais pas encore connu jusque-là. Et donc, ouais, j'ai franchi voilà, les étapes petit à petit en jouant un tennis solide, en jouant mon tennis sur terre battue, et puis en arrivant à cette finale contre Anna Ivanovic, où je joue voilà, un des meilleurs tennis de ma carrière, quoi. Et c'est vrai que voilà, gagner Roland 3 fois d'affilée, c'était quand même C'est fou. quelque chose de spécial, quelque chose de spécial. Et puis je fonctionne à l'émotion, c'est comme ça. 2003, il y avait toute mon histoire 2007, il y a ma famille qui est là, j'ai besoin de partager. C'est une vie solitaire aussi, hein, on voyage beaucoup seul. J'ai jamais été fort entourée, c'était un choix aussi que j'ai fait. Et là, pouvoir le partager, c'était vraiment quelque chose ouais, de très, très particulier. Mhm, mhm. Et est-ce que tu penses que tu étais le truc, on parle souvent, les athlètes parlent de zone, la fameuse zone dans laquelle on rentre, où on devient intouchable, où au basket, le panneau il a l'air gigantesque, ou le trou a l'air gigantesque au golf. Est-ce que là, pendant cette quinzaine, tu l'as touché, cette zone, tu y étais? Ouais, peut-être. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle souvent dans le sport. Et c'est vrai que, ouais, il y a eu. C'est pas que j'étais intouchable parce que j'ai pas ressenti ça pendant la quinzaine, mais j'étais tranquille, quoi, concentrée, ouais, vraiment connectée à l'instant présent en jouant match après match, quoi. Ça a toujours été une des clés pour gérer mes émotions aussi, et c'est la clé, je pense, pour beaucoup de joueurs. C'est vraiment de jouer point par point, quoi. Et dans ce Roland-Garros-là, plus que dans les autres, je me suis jamais projetée trop loin, en fait. Je savais que émotionnellement, il y avait des pièges pour moi dans ce tournoi-là, et je savais que je ne devais pas tomber dans ces pièges-là, quoi. Et j'ai vraiment réussi voilà, à rester dans cet instant présent en travaillant pas mal sur la visualisation. C'est un outil que j'ai beaucoup utilisé, qui est très positif pour moi, et ça m'a aidé à franchir les étapes les unes après les autres, sans avoir l'impression non plus d'être sur un nuage, parce que bah, c'est dangereux, cet état-là. Vous le ressentez parfois, mais il faut toujours se méfier un peu de soi-même quand même dans ces moments-là. Mhm. Bon, en tout cas, félicitations, même si c'est bon, c'est un peu passé, mais pas si longtemps que ça. C'est du 21e siècle. Et c'est Oui. exceptionnel. Et au vu de tous les messages qu'on voit passer là, tu as fait rêver, t'as fait rêver tellement de personnes et tu as donné envie aux gens de regarder, de jouer au tennis. Ça, c'est quelque chose qui est fort parce qu'il y a des joueurs de tennis qui gagnent qui gagnent et puis qui s'en vont. Mais des joueurs de tennis qui donnent envie aux gens de ramasser une raquette et d'aller sur un terrain de tennis, bah, la victoire, elle est là, hein. Ouais, bah, c'est le seul sens en fait qu'on peut trouver à tout ça. C'est ce qu'on
c'est le partage des émotions, en fait. Il y a beaucoup d'humains derrière tout ça. Moi, c'est le seul sens que j'ai réussi à trouver, en fait, à tout ça. Taper une balle jaune, c'est magnifique, ça m'a donné beaucoup de sensations. Et en fait, réaliser par la suite que ça a fait vibrer beaucoup de gens, c'est ça le sens là, que j'ai trouvé à ma carrière, à mon parcours. C'était ce partage, même si j'étais beaucoup dans ma bulle, même si j'avais une grosse carapace à l'époque, parce que j'avais aussi besoin de me protéger de tout ça et de garder cette énergie. Mais le public m'en a donné beaucoup, énormément. Et quand j'entends tous les témoignages aujourd'hui, tous les souvenirs que ça a procuré dans la tête des gens, les témoignages voilà, même de jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui par rapport à leurs grands-parents qui me regardaient, ou bien des jeunes de mon âge qui disaient voilà, qu'ils étaient aux études et que ça leur donnait la force d'avancer, de voir que même si j'étais en difficulté, j'abandonnais pas. Ben voilà, si on arrive à transmettre un peu de valeur, c'est quelque part, c'est qu'on fait un beau métier, quoi. Ça ne reste que du tennis, mais je pense que le sport, ben, on s'en rend compte aussi en cette période-ci, quoi. Le sport, la culture et tellement d'autres choses. Voilà, C'est primordial. peut-être que c'est pas vital, mais ça l'est en fait, parce que Bien sûr. ça vient toucher le cœur des gens aussi, et ça c'est important. Là, on l'a bien vu sur les 2 mois et demi qui viennent de passer, sans sport, sans art, sans spectacle. Bah, alors, excusez-moi du terme, mais bon, on s'emmerde un peu. On Oui, s'emmerde. la vie est un Bref. peu triste, Mais effectivement. bon, c'est pas grave. Allez, question. Jim courir, pour toi, ça veut dire quoi? Jim Courir, c'est l'abnégation, le jusqu'au boutisme, l'énergie. Ouais, on a partagé un entraîneur physique en commun, Pat Etcheberry, qui prenait Jim en exemple tout le temps, voilà, dans le cœur à mettre à l'ouvrage. Et donc, ouais, le travail. Ouais, le travail. Ouais. Bon, demain, à ta place, c'est Jim. Donc, tu sais ce il te reste à faire. Je veux que tu m'aides et que tu me files une question pour Jim. Alors, qu'est-ce qu'on va lui poser comme question à Jim, quoi? Si tu as envie de lui mettre un peu la honte, you're welcome to do it. Non, c'est pas mon style, Ouais, non. je Non, sais, mais je tente toujours, je tente toujours. c'est pas mon style, ça. Donc, je vais rester fidèle à moi-même, quoi. Non, qu'est-ce qui était cette énergie, en fait? Elle venait d'où, quoi? C'était quoi vous voyez, dans cette capacité à travailler, vous voyez l'effort, et moi, c'était vraiment l'énergie, quoi. C'est quelque chose qui me marquait, donc je voudrais que Jim puisse m'expliquer, voilà, d'où tout ça venait et où il trouvait cette énergie tellement positive en lui. Ok, c'est noté. Ça marche? Noté. Demain soir, tu regarderas, hein, Je tu l'écouterai. auras la réponse. Ouais, On a maintenant le moment du quiz. oui, Ça veut dire qu'on s'approche de la fin, hein, donc je te rassure. d'accord. Et C'est ça, un moment important pour le quiz. Pas- parce que je remarque, comme je m'étais connectée sur mon ordinateur, que j'ai ma batterie qui faiblit, donc on va essayer de ne pas se perdre, hein. Allez, allez, on va essayer. D'ailleurs, juste, il y a une astéroïde qui a ton nom. Je balance ça comme ça. C'est exceptionnel. Ouais, j'ai lu ça un jour. Oui, Bon, c'était comme ça. Hein, c'était c'est une gratuit. réalité. Ouais. Mais bon, c'est toujours sympa. Pour info, quand même, c'est l'astéroïde 11 948. Voilà, D'accord, ça je n'avais parce pas qu'il faut être retenu. précis, c'est important. D'accord. Alors, première question du quiz. Et je vois, alors je suis un peu inquiet parce que j'aime bien gagner ces quiz. Pour moi, c'est un match dans le match. C'est pas D'accord. juste toi. Je veux que les champions, Alors, les je reste championnes. avec toi, hein. Je vais juste chercher mon chargeur pour être sûr que je ne te perds pas, Ah hein, bien, d'accord? ça nous permet on se balade avec toi Je chez vais toi. vite Belle visiter maison. un peu chez moi, d'accord? On était dans le grenier là donc. Oui. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut me donner mon. Mais je suis avec toi, je t'écoute, hein. Allez, Je allez. vais juste chercher mon chargeur de téléphone. Voilà, c'est à toi. Ok. Alors, je suis inquiet parce que au fil de notre discussion, je vois que ta mémoire est quand même assez propre et ça m'inquiète. Tant pis, je me lance quand même. Première question, il y en a trois. Balle de match, Roland Garros 2003, finale, 40-15. Oui. Est-ce que tu es capable de me décrire le point? Alors, ouais, c'est un point, ça fait pas cette frappe, mais ça fait peut-être trois frappes. On a une bataille en coup droit de deux frappes chacune avec Kim. Et puis, merci beaucoup. Merci, Et merci puis, monsieur, madame. Merci, merci ouais, France. c'est mon mari qui vient nous sauver. Hop, je me branche comme ça, je vous perds pas. Et puis, voilà, Kim joue un coup droit qui flottant, quoi, qui vient dans la bande du filet avec cette balle
voilà, qui reste un peu dans l'air, comme ça, qui rebondit. Et puis, cette incertitude de savoir de quel côté du filet elle va retomber. Donc voilà, est-ce que je suis pas trop loin de la réalité? Alors, pas du tout, c'est top, Ouais. malheureusement pour moi, mais très bien pour toi. Donc, service, D'accord. tu sers son coup droit, elle rejoue ton coup droit. Non, elle croise, elle trouve un bon angle, tu recroises encore plus, Je crois que tu c'est joues à là que diagonale, et là, ouais. son coup droit prend la bande. Et en effet, il y a cette demi-seconde, ça doit Mhm. être terrible, D'éternité. Oui, oui, d'éternité. horrible. Ça, ça l'était. Le De temps son s'est suivi. arrêté. Bon, bref. Ok, 1-0 pour toi. Deuxième question. Allez. Tu as gagné 4 fois Roland-Garros, donc. Quatre Mhm. personnes différentes t'ont remis la coupe. Est-ce que tu peux me les Mhm. citer? Alors, il y a eu le roi de Belgique, le roi Albert. Il y a eu Gabriela Sabatini, je pense. Il y a eu Laure Manodou. Non, je me trompe ou Pour c'est l'instant, très correct? bon. Et alors, il manque une quatrième. Euh, c'est pas Chris Evert, hein, non? Non, bah là, je l'ai pas. Ah, bah, Non, je suis je sais pas rassuré. laquelle Ok, donc là, il y a un ouais, je partout. pense Je te que c'est donne la la réponse quand quatrième. même. En fait, sur le premier titre, il y a le roi Albert II et Ouais, Gabriela c'est pas lui qui me Sabatini. remet. Et Ouais, c'est le ouais, roi ouais, Albert II qui te le remet. ah oui, oui, donc il m'en manque deux même en plus. Ouais, ouais, tout Ouais. à fait. Ensuite, il y a eu Ouais. Laure Manodou. Ensuite, il y a eu Martina Navratilova. Martina, j'hésitais avec Fritz. Ouais. Et en 2007, Marie Pierce. Oh, Marie, avec qui j'étais en contact encore hier. J'espère qu'elles vont pas m'en vouloir, hein, Marie et Martina. Donc, Et il est possible qu'elle regarde, Marie. non, Comment ouais, te dire? ouais, je l'embrasse aussi. Non, mais c'est en même temps, c'est toujours des moments. Et puis Marie, j'ai joué une de mes finales contre elle aussi, donc tout se mélange un peu, mais c'est toujours des moments aussi tellement. On est là en étant un peu Ouais, on est au-dessous du déconnecté. sol, quoi, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça reste des moments On effectivement, appelle ça des out of body experience. des moments un peu particuliers où il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent. On a envie d'être là, de soulever le trophée, de le partager avec le public, mais aussi de le partager avec sa famille. Et donc c'est vrai qu'il se passe ouais, beaucoup de choses dans la tête dans Ouais, ces ouais, ça moments. doit être des moments exceptionnels. Euh, Toi, tu en as vécu beaucoup. Bon, un partout. Oui. Point décisif. Alors, attention, parce que ça, là, j'élève le niveau. Donc, c'est bien, tu as gagné Roland Garros 4 fois. Bon, on en a parlé, ça va, quoi. Mais il y a plus Oui. important. Il y a le premier Roland. Mhm. OK? Et je veux savoir quel était le parcours de ce premier Roland. Le plus en Oh, détail possible. Et il est chaud ça parce va qu'il être. commence pas, il commence pas dans le tableau, hein. Il est chaud parce qu'il commence pas dans le tableau. Ah Ah, oui. mon premier Roland, le tout premier Roland que j'ai joué, pas que j'ai gagné. Non, tu as joué. Le Le premier. premier Roland que j'ai joué, Eh oui. j'ai joué, j'ai joué les qualifs, alors Oui. apparemment c'était bien. Je sais que je bats Brandy au premier tour du tableau final, Oui. c'est juste. Oui. Et je perds contre Davenport au deuxième tour sur le central, je perds 7-5 au troisième. Bon, Exactement. Brandy, c'est déjà pas mal. Mais alors, aller chercher mes matchs en qualif, là, Il y a ça, trois c'était quand matchs même. avant, hein. Il y a 3 matchs avant. Oui. Bah, je ne saurais pas en sortir un nom, quoi. Pas un autre. Il y a une Non. Française. Il y a une Il y Française. a une Française. Je t'aide, elle abandonne. Ah, je peux 6-1-3-0. avoir. Non, ça te... Non, non, ça me Stéphanie, dit rien. prénom Stéphanie. Stéphanie Forêt? Non, non. Non. Stéphanie, non, je sais pas. Stéphanie Testa. Ah ouais, ouais, non, j'aurais pas pu retomber dessus. Ouais. Non, Alors, il y a eu au premier tour, c'était Mashana Washington, ouais. une américaine. Stéphanie Testa. Et au troisième tour qualificatif, Elena, une russe, Elena Maka. Non, Makarova. exactement. Allez. Eh oui, mais Oh, oui, mais j'élève le niveau parce que moi, je suis je suis moins invaincu. compétitrice qu'avant, mais c'était quand même un peu vache, hein. Là, c'était ouais, c'était Ouais, limite, hein. mais au vu de la qualité de la mémoire, quand même, Mais c'est chouette parce que bah, tu m'as rappelé voilà, plein de noms, plein de filles, pas qu'on a oublié, mais il se passe tellement de choses dans une carrière qu'il se joue tellement de matchs. Et puis, ouais, c'est vrai que j'avais gagné ma place cette année-là. Et puis, à 17 ans, c'est vrai que j'ai vécu ma première très grandes émotions, hein, ah ouais, tournoi senior. 7-5 au troisième, Davenport. J'avais eu la chance de m'entraîner avec Monica Seles cette année-là. Et j'avais prié pour ne pas jouer contre Steffi Graf parce que je voulais garder ne pas avoir à affronter mon idole absolue. Et donc,
croisée dans les vestiaires cette année-là et j'étais une petite fille très, très fébrile, quoi. Et on se rencontrera vraiment officiellement pour la première fois quand j'étais numéro 1 mondial et j'étais restée la même petite fille fébrile devant elle et voilà, avec un respect total. Donc, très heureuse de ne pas avoir eu à l'affronter en carrière officielle. Et tu as eu des rapports avec elle? Enfin, je veux dire, vous étiez plus rapprochés, forcément, non? Vous êtes croisés plus. Ouais, elle m'a invitée à aller jouer une exhibition en Allemagne avec elle en double avec André et Goran Ivanisevic. On a joué une exhib ensemble, ben voilà, à Roland notamment avant le début du tournoi. Et puis on avait des partenaires, des sponsors communs, donc on a été amenés à se rencontrer. Mais c'était chaque fois pour moi un grand bonheur. Mais même si moi-même j'étais sur le circuit à un certain niveau, voilà, elle a été vraiment mon inspiration, quoi. Et donc j'ai une pudeur aussi par rapport à ça et c'est très bien que ce soit resté comme ça, quoi. Donc ça fait longtemps là qu'on ne sait pas chaque fois pour moi c'est. Et Stéphane Edberg, je lui ai avoué à Wimbledon l'année passée seulement, alors qu'on s'était aussi déjà croisé pas mal de fois, mais j'ai dit il fallait que je te dise un jour que voilà, j'avais ton poster dans ma chambre et que lui aussi a été une de mes sources d'inspiration et notamment enfin, voilà, à Roland et ailleurs. Et bah, l'année passée, ouais, à 37 ans, je me suis dit, allez, là, il faut quand même un peu voilà, dire merci aussi pour ça, parce que c'est important quoi, pour les jeunes d'avoir des inspirations. On en a tous besoin et eux, pour moi, ont vraiment été. Tu aurais dû lui demander de dédicacer le poster. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, comme je suis pas, ouais, je suis pas matérialiste, je ne garde pas forcément les choses. Je pense pas que j'ai dû l'emmener Ah, avec moi. ok. Bon, on a fini. Juste, tu sais que BNP Paribas organise une loterie solidaire justement pour venir en soutien à la PHP des hôpitaux de Paris, en fait, suite à tout ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. Et je pense que tu nous Oui, fais un c'est très don. quelque chose. Ouais. Et ouais, je vous fais un don. Dans ma maison, mais avec toutes les émotions, des problèmes techniques du début, donc je Pas de devrais souci. retraverser la maison pour aller chercher. Donc, ouais, je fais un don de quelque chose qui m'est très cher. C'est une peluche qui a été créée pour profit de mon association, en fait. Donc, c'est une peluche lapin Justine for Kids, qui est le nom de mon association. C'est une peluche sur laquelle on a travaillé, qu'on a beaucoup vendu bah, voilà, au profit des enfants malades et porteurs de handicap en Belgique. Et bien sûr, je la signerai, cette peluche, et j'en fais don avec le plus grand des plaisirs, bien sûr. Bon, c'est super sympa. C'est super sympa. Si vous voulez de faire des dons, il suffit de se connecter à soutenir.fondation.aphp.fr. Vous pouvez faire des dons et sinon participer à cette loterie solidaire et gagner des trucs géniaux comme la peluche, le lapin ou la chaussure de Boris ou la raquette de Stéphane. Bon, il y a pas mal de belles choses. Bon, Justine, merci beaucoup, un grand merci. Ça a vraiment été un régal. J'espère que c'était pas trop long Comment pour toi. Une dernière Non, question, est-ce que tu es superstitieuse? très. Bah, en tout cas, je l'ai été. Beaucoup Ah, moins aujourd'hui, mais j'ai été une joueuse extrêmement superstitieuse. Ouais. d'accord. Donc, si je te propose de souffler une bougie quelques heures en avance, tu Ah, acceptes? Parce c'est que gentil, bien on sûr. sait que c'est l'anniversaire de Justine Hénin. Dans quelques Ouais, heures, dans ouais. 3h30, Je, on je ne accepte ou fêterai pas, hein? pas vraiment cette année, c'est un grand manque pour moi, mais je serai en famille. C'est super gentil de penser à moi. Bon, je la souffle alors, c'est parti. Alors, attends, c'est les effets spéciaux. D'abord, je mets le deuxième effet qui se coule, qui doit démarrer. Allez, vas-y. Et on attend le souffle. Incroyable. Joyeux Magnifique. anniversaire. Joyeux Merci anniversaire, beaucoup. Justine. Ça me Merci touche d'avoir énormément. participé Oui, c'est et ça. bonne continuation. Merci. Merci à tous. Je vous embrasse. Salut, à Au revoir. bientôt. Ciao, au revoir.